L'entreprise Dresser, filiale américaine, constructeur de compresseurs pour le gazoduc euro-sibérien, a repris ses activités. Réunifier le Liban, c'est la première tâche annoncée par Béchir Gemayel, le nouveau président de la République. 3 morts, 6 blessés, bilan d'un accident de la route dans le Finistère, une voiture fauche les enfants d'une colonie qui marchaient le long de la route. Le pur sang français se vend bien. À Deauville, plus de 600 yearlings mis aux enchères cette semaine. Bonsoir. L'histoire commence il y a moins d'un an. Allemands et Soviétiques se mettent d'accord sur la fourniture à la République fédérale d'Allemagne d'un peu plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz. C'est le début de l'approvisionnement pour l'Europe occidentale de gaz en provenance de Sibérie grâce à la construction d'un gigantesque gazoduc. Au mois de janvier dernier, la France signe également un accord lui garantissant la livraison de gaz sibérien, environ 8 milliards de mètres cubes par an. D'autres pays européens suivront, mais au mois de juin 1982, le gouvernement de M. Reagan durcit sa décision initiale d'embargo en l'étendant à toutes les entreprises filiales américaines en Europe. Motif, la situation en Pologne. Les pays européens vont alors contester la validité juridique d'une telle décision. Pour la première fois, un front commun européen, même les Anglais, s'oppose à une exigence américaine. Concrétisation de l'opposition française, hier, Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Recherche et de l'Industrie, utilise une ordonnance vieille de 23 ans et réquisitionne l'une de ses filiales américaines, la société Dresser, installée au Havre. Voilà pour le résumé des épisodes précédents. Aujourd'hui, l'entreprise Dresser a repris ses activités. Elle fabrique des compresseurs pour le gazoduc. Sur place, au Havre, le reportage de Laurent Carenzo. Vigilance cet après-midi au Havre autour du bateau qui doit transporter les 3 compresseurs de la société Dresser. Malgré son nom soviétique, le Borodine est un bien banal cargo français immatriculé à Dunkerque. À quai depuis 2 jours, il attend son précieux chargement pour l'URSS. Les 3 fameux compresseurs sont sagement alignés dans leurs containers de bois à l'abri des regards sur le terrain de stockage d'une usine d'emballage. Les ouvriers de Dresser ont reçu ce matin l'ordre de poursuivre la construction des 18 autres compresseurs interrompus depuis l'embargo du 22 juin. La CGT, qui a pris l'affaire en main et qui se félicite de la réquisition, se tient sur le pied de guerre. Elle est consciente que le conflit larvé est d'une nature nouvelle et que le syndicalisme désormais intervient dans des enjeux économiques stratégiques. Nous vivons un moment exceptionnel parce que il est vrai que le problème est d'une complexité politique importante. D'un côté, il y a Ronald Reagan, de l'autre côté, il y a le gouvernement français et Dresser se situe au milieu. Du point de vue de notre syndicat, nous avons joué notre rôle de syndicat, c'est-à-dire de défendre l'emploi des travailleurs en fabriquant cette commande. Si la direction américaine demande à la filiale française de passer outre la réquisition, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, il est évident que nous sommes avant tout syndicalistes, mais nous sommes aussi citoyens français et nous n'accepterons pas que les décisions du gouvernement soient remises en cause par un gouvernement extérieur à la France et nous réagirons en tant que citoyens français devant l'attitude du gouvernement américain. L'affrontement Amérique-France se cristallise dans cette entreprise de 800 personnes et on est assez fiers ici de cette affaire d'État. La CGT, qu'il y a 3 ans, à quelques pas d'ici, essayait de retenir un paquebot qui s'appelait France, ne serait pas fâchée de voir partir bientôt, chargé des 3 fameux compresseurs, le cargo Borodine. Selon l'un des responsables américains de la société Dresser, le litige devra se régler au niveau des 2 gouvernements. À Moscou, bien sûr, on se félicite, c'est la Pravda qui salue la fermeté manifestée par le gouvernement français. Mais à Washington, il en va bien sûr tout autrement. Le secrétaire d'État, M. George Shultz, devait avoir un certain nombre d'entretiens à la Maison-Blanche en fin d'après-midi. On examine la réponse appropriée à ce que les Américains appellent une confrontation directe avec leurs directives. À Washington, pour Antenne 2, Édouard Laure. La décision française a fait la une ce matin de toute la presse américaine. On se contente pour l'instant de donner l'information en évitant tout commentaire. Il semble cependant que Washington soit bien décidé à ne pas en rester là et que les Américains pourraient ne pas se contenter uniquement de poursuites judiciaires internationales. Les mesures sont en ce moment même étudiées par le département d'État, le ministère du Commerce et l'état-major de Reagan en Californie. En fait, si on ne souhaite pas à Washington donner à cette affaire une dimension trop dramatique au niveau des relations Europe-États-Unis, il n'est pas question non plus de laisser passer ce défi lancé par la France. La décision de réquisition prise par le gouvernement français signifie officiellement qu'il entend que les contrats signés par des entreprises françaises pour la construction de ce gazoduc soient honorés. Le gouvernement en fait une affaire de principe. Le ministre de la Recherche et de l'Industrie justifie la réquisition au nom des intérêts de la France. Monsieur Chevènement.
Comment voulez-vous qu'un pays fasse respecter sa réputation commerciale s'il manque à ses contrats? Ce n'est pas possible. Autrement dit, le gouvernement français ne fait que dire une chose extrêmement simple. Des contrats qui ont été signés par des entreprises françaises doivent être exécutés, même si le président Reagan a décidé qu'il ne le serait pas. Parce que ces contrats servent aussi bien l'intérêt de la France, qui est la diversification de son approvisionnement énergétique. En France, c'est la France qui commande. La France est maîtresse chez elle. Hein, et il faut que ce soit clair. Et c'est la moindre des choses. Et si nous le disons aujourd'hui aux Américains, c'est pas du tout pour leur faire de la peine. Les Américains sont nos alliés. Nous pensons qu'il n'y a de bonne alliance qu'entre pays qui se respectent et qui se font respecter. Et le commerce est une chose, et la politique en est une autre. Ce sont des choses distinctes. Et ce qui est vrai vis-à-vis de l'URSS peut l'être vis-à-vis d'autres pays, l'Afrique du Sud. Hein? Il faut partir sur ces bases-là, sinon on ne sait plus où on en est. Alors moi je dis les choses très clairement, il faut que les contrats signés soient respectés et nous prenons les moyens qu'ils le soient. L'affaire était urgente, Dresser devant livrer les premiers compresseurs dès ce mois-ci, on l'a vu tout à l'heure. La France a tout à fait raison de rappeler aux filiales américaines qui travaillent sur son territoire que le dollar ne fait pas le moine. Ces entreprises sont soumises au droit français comme les autres et la France a décidé, avec l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, de construire ce gazoduc sibérien et de passer outre au veto du président Reagan. Mais faut-il vraiment, pour autant, faire tellement monter la tension politique? Avec un arsenal juridique, il est vrai, différent, la Grande-Bretagne va honorer ce même contrat sans bruit et sans fureur. Les Allemands, c'est vrai, faute de pouvoir commander, faute de pouvoir réquisitionner leurs entreprises, leur écrivent tout simplement de continuer à travailler pour le gazoduc sibérien sans tenir compte de ce qui s'est dit à Washington. La France a raison, mais le coq gaulois n'a quand même pas pu s'empêcher de décocher un petit coup de bec à l'âne républicain, symbole du parti du président Reagan. En fait, derrière ce contrat commercial, aussi fabuleux soit-il, se cachent d'autres enjeux. L'indépendance, dans l'amitié, de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. La liberté pour l'Europe de commercer avec qui bon lui semble, la volonté qu'ont les Européens de voir les États-Unis renouer avec l'Union soviétique un dialogue plus constructif. Bref, Claude, ce gazoduc sibérien n'est pas seulement une affaire d'emploi et de gros sous, il sert également de test politique à une unité qu'actuellement recherchent tous les Européens. Merci Philippe. L'or monte, le dollar baisse. Pour la première fois depuis le début de l'année, le prix de l'or a dépassé 400 $ l'once. Le dollar est à nouveau en baisse sur toutes les grandes places financières internationales. La devise américaine perd un peu de sa valeur. À Paris, le dollar s'échangeait à 6 francs 84. C'est la monnaie allemande, le mark, qui en profite. Quant à la monnaie française, elle a, comme on dit, été soutenue par la Banque de France. Suite de la rentrée sociale, derrière cette expression, il y a les entretiens du Premier ministre avec les responsables syndicaux. Aujourd'hui, c'était M. André Bergeron qui déjeunait à l'hôtel Matignon. Au menu, la sortie du blocage des prix et des salaires. Le responsable de Force ouvrière a répété que le gouvernement ne devait pas se mêler des discussions patronat-syndicat qui auront lieu pour sortir du blocage, branche par branche. Cela n'est ni possible ni souhaitable, a dit M. André Bergeron. À l'étranger, au Liban, ce fut la fête, ce fut la joie pour les partisans de M. Béchir Gemayel, 34 ans, élu hier président de la République du Liban. Les télégrammes de félicitations sont venus des États-Unis, de Jérusalem notamment. François Mitterrand a souhaité dans son message que tous les Libanais puissent se rassembler. Jacques Chirac a formé des vœux fervents pour que, je cite, sous la conduite de M. Gemayel, la nation libanaise retrouve la paix et son intégrité. Quant au nouveau président du Liban, hier, il s'est engagé à débarrasser son pays de toutes les forces armées étrangères. M. Gemayel entend également se présenter comme le président de tous les Libanais. Liesse dans les rues de Beyrouth à coups d'armes automatiques toute la nuit dernière après cette élection à la présidence de la République libanaise de M. Béchir Gemayel. Une élection qui a tout de même surpris car il était très difficile de prévoir que le quorum serait atteint. Pour les partisans de M. Gemayel, arrivé au pouvoir est plus qu'une victoire politique. Le chef Bachir, le président de la République, il va finir la guerre au Liban, c'est la paix maintenant. C'est la vie, c'est la paix pour tous les Libanais. Vous n'avez pas peur que de l'autre côté... Ils ne sont pas unis. Maintenant, ils sont très faibles. C'est fini pour eux.
Dans son village natal de Big Faya, dans la montagne chrétienne, Béchir Gemayel, comme le veut la tradition, reçoit les félicitations. 34 ans, le plus jeune président de la République libanaise depuis l'indépendance de ce pays, Cheikh Béchir sait que son élection est quand même contestée par une partie des musulmans sunnites et de la gauche. Qu'en pense-t-il? L'unanimité est très difficile à faire. Comme chez vous, comme chez nous, comme partout ailleurs dans le monde démocratique, il y aura un pouvoir, et un gouvernement et il y aura une opposition. Alors que celui qui veut faire de l'opposition le fasse et celui qui voudra participer à l'élaboration de ce programme et à son exécution, pourquoi pas? Mais le problème dans votre pays, Monsieur le Président, c'est qu'il y a beaucoup de milices militaires. Ne vous inquiétez pas pour ce problème, toutes ces milices seront dissoutes, toutes ces milices seront traitées. Il y aura une armée nationale et un pouvoir central fort. On parle beaucoup de vos relations avec les Israéliens. Les Israéliens comptent beaucoup sur vous, notamment pour établir un traité de paix avec eux, Monsieur le Président. La question est trop prématurée encore. Attendons de former un nouveau gouvernement et ça sera inclus dans le consensus national pour voir comment nous allons relibérer tout notre pays. Nous avons plusieurs armées étrangères qui sont sur notre sol. Il faudra voir comment traiter tous ces problèmes et voir quel est le prix à payer pour tous ces retraits, que ce soit syriens, israéliens. Le Palestinien actuellement se retire, mais certainement nous aurons d'autres problèmes à affronter. On les affrontera avec tout le courage et toute la lucidité nécessaire. Et en ce qui concerne vos relations avec la Syrie, Monsieur le Président? J'espère que la Syrie commencera à réaliser que ce pays est un pays indépendant, un pays souverain, qui peut avoir d'excellentes relations avec ses voisins dans la mesure où on traite d'égal à égal. Et vos relations avec les Palestiniens, il y a quand même un certain nombre de Palestiniens qui vont rester dans votre pays, maintenant que... Il y a des lois libanaises, des règlements libanais, on appliquera ces lois et ces règlements libanais. Il y a des factures d'eau et d'électricité qu'ils devront payer, qu'ils n'ont pas payées depuis bientôt 15 ans. Ils ont fait une armée au-dessus de l'armée libanaise, ils ont fait un État dans l'État, ils ont fait un pays dans le pays. Tout ceci devra cesser. La force armée palestinienne OLP devra se retirer, ils pourront aller là où ils voudront. On ne peut plus admettre que cette population se comporte comme si c'était un peu dans la jungle. Est-ce que votre tâche sera difficile? Demandez-le-moi dans quelque temps, je vous le dirai. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour Saïd. Dans ce pays déchiré par 7 ans de guerre civile, sa tâche sera difficile pour recréer une unité nationale. Marqué politiquement, appartenant à un clan, c'est un homme autoritaire. La gauche l'accuse de vouloir imposer une dictature militaire. Mais même contesté, ce pouvoir de Béchir Gemayel est tout à fait légal selon la Constitution et tous les ambassadeurs en poste à Beyrouth défilent déjà pour lui présenter les vœux de leur gouvernement. Mais à l'ouest, cette élection s'ajoute à la tristesse du départ des Palestiniens qui continue normalement selon le calendrier prévu. Que pense M. Walid Jumblat, leader de la gauche, de cette arrivée au pouvoir de Béchir Gemayel? J'ai peur que la structure libanaise intérieure même se disloque, parce que c'est un diktat, ce n'est plus le compromis libanais connu. M. Gemayel a pourtant parlé d'un consensus qu'il fallait trouver dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous essaierez d'en faire partie? Peut-être il le trouvera avec quelqu'un ici, mais pas avec moi. Est-ce que vous craignez que la guerre civile proprement dite recommence? Il y a un malaise général. Il y a un malaise général. Vous voyez bien ici à Beyrouth-Ouest, on a peur. On a peur du futur. C'est très incertain. Alors le pronostic est très pessimiste. C'est la nuit des longs couteaux libanaises. Je n'ai aucune illusion. Mais sur le plan constitutionnel, bon, il a été élu légalement. Sur le plan politique, c'est autre chose. En France, la sécurité des policiers est une priorité impérative. C'est l'opinion exprimée par Joseph Franceschi, nouveau secrétaire d'État chargé de la sécurité publique. Monsieur Franceschi qui a confirmé l'apport de nouveaux équipements pour les policiers ainsi que l'augmentation des effectifs. Monsieur Franceschi s'exprimait à Bernay, dans l'Eure, à l'issue des obsèques d'un policier de 25 ans tué jeudi dernier.
Et puis, il faut ajouter à l'appui des mesures renforçant la sécurité publique cette information donnée par l'agence France-Presse, selon laquelle 1300 gendarmes auraient été formés spécialement depuis un an, puisque formation aux méthodes du GIGN, ce groupe de gendarmes qui était dirigé par le commandant Proutot. Opposition résolue au terrorisme, rejet de tous les racismes, volonté d'une solution juste et pacifique au Moyen-Orient, tel était l'appel lancé par le MRAP pour un rassemblement il y a un peu plus d'une heure, place de l'Étoile à Paris. Une vingtaine d'organisations syndicales, politiques s'étaient jointes à cette manifestation forte de plusieurs milliers de personnes. Demain, mercredi, très loin de France, à Kuala Lumpur, en Malaisie, une Française de 22 ans, Béatrice Saubin, condamnée à mort au mois de juin dernier pour trafic d'héroïne, doit être à nouveau jugée devant un tribunal d'appel. La Malaisie se montre très rigoureuse dans la répression du trafic de drogue. La peine de mort est prévue pour toute personne trouvée en possession de plus de 100 grammes d'héroïne. Nous avons un petit problème, il s'agissait de vous rappeler les faits qui ont conduit cette Française de 22 ans, Béatrice Saubin, en prison en Malaisie. Cette Française qui doit être jugée demain à Kuala Lumpur par un tribunal d'appel, Française condamnée à mort au mois de juin dernier. Voyons peut-être le reportage prévu à cet effet. Non, je crois qu'il y a quelques difficultés. Voilà. L'horreur. Part en novembre 1979 pour un voyage touristique en Malaisie, qu'elle envisage d'épouser ultérieurement. Le 27 janvier 1980, alors qu'elle allait s'embarquer pour Zurich, les douaniers l'interceptent à l'aéroport de Penang et saisissent 534 grammes d'héroïne dans son sac à double fond. Au cours de son procès en première instance, elle affirme que c'est son fiancé qui lui a imposé de prendre ce bagage. Le 17 juin dernier, elle est cependant condamnée à mort. Son avocat malaisien, Maître Kumar, bientôt rejoint par Maître Paul Lombard, fait aussitôt appel. Nous sommes en appel contre le chef d'accusation et contre la sentence. Et je suis relativement optimiste. Si nous réussissons sur les deux points, elle sortira. Si par contre nous ne réussissons pas et que nous obtenons seulement la conversion de la sentence, alors la condamnation à mort sera commuée en prison à vie. La jeune fille a été transférée ce matin à Kuala Lumpur, où son procès en appel devrait durer 3 jours. Trois morts, 6 blessés, c'est encore un bilan d'accident de la route. Mais cette fois, on ne comprend pas très bien les raisons de cet accident. Les enfants d'une colonie marchaient le long de la route, il faisait nuit, une voiture les a heurtés. Le récit de cet accident, Jacques Violet. Voici la route où a eu lieu ce dramatique accident. Regardez. Malgré un choc très violent, comme en témoignent ces images de la voiture, les premiers résultats de l'enquête ne semblent pas mettre en cause le chauffeur. La voiture ne roulait pas à une vitesse excessive, et l'alcotest et la prise de sang auquel a été soumis le conducteur n'est que légèrement positif. Il faut rappeler après cet accident un chiffre. Les piétons tués sur la route représentent 1/4 des morts de la route. Plus de 3000 morts par an. Restent les dispositions du Code de la route concernant le déplacement des piétons, une législation quelque peu compliquée, différente selon que l'on circule seul ou en groupe. Le Code de la route stipule que les groupes, autres que les groupes militaires, pour des raisons évidentes, et à condition qu'ils aient des justifications bien sûr, doivent circuler sur la partie droite de la chaussée en laissant le plus possible le passage aux véhicules et en tout état de cause au moins le passage d'un véhicule, ce qui était le cas hier soir bien entendu puisque c'est une route
à double voie. Hein. Donc, il n'y a pas de difficulté dans ce domaine-là. Donc c'est une obligation. Ils étaient donc dans le sens normal de la marche? Ils étaient dans le sens normal de la marche, oui. Hier soir, à côté de Brest, le groupe d'adolescents marchait bien sur le bon côté de la route. Mais malheureusement, sans signalisation lumineuse. Bilan, je vous rappelle, 3 morts et 6 blessés. David coule des jours heureux. David, c'est le petit garçon âgé de 12 ans qui aurait passé plus de 7 années enfermé dans un placard dans l'appartement de ses parents à Brétigny. David va mieux, il est dans un foyer départemental de l'enfance à Brétigny-sur-Orge. Claude Crespo et Jacques Aubertin ont pu le rencontrer cet après-midi, mais ils n'ont pas obtenu l'autorisation de le filmer. L'enfant doit d'abord s'adapter à sa nouvelle existence. Aujourd'hui, David réapprend à vivre une vie d'enfant de 12 ans dans une maison normale. Nous l'avons vu, nous ne l'avons pas filmé. C'est un beau garçon aux yeux bleus, ses joues sont pâles et il semble avoir des difficultés à marcher normalement. Très vite, nous ont dit ses médecins, David a réappris les gestes des enfants de son âge dans cette salle de vie. Il regarde la télévision, s'intéresse au sport, au football, au cyclisme et fait du vélo dans le parc. Pour la première fois, David a dormi dans un vrai lit. Mais que restera-t-il dans son corps, dans son cerveau, de cette année hors du monde? Physiquement, c'est un garçon qui a souffert, c'est certain. Il y a encore des traces de lésions? Il y a des traces, effectivement, mais des traces anciennes. Ce sont surtout des cicatrices. Psychiquement, c'est un garçon qui s'est très bien adapté à l'institution. Il s'exprime très bien. Et quelles sont les conséquences maintenant pour son avenir? Est-ce qu'on peut déjà présager un petit peu de ce qu'il va être plus tard? Alors monsieur, je crois qu'il faut attendre. Et le gros problème pour nous, c'est le rattrapage sur le plan de la scolarité. Et c'est vous qui allez vous en charger? Vous savez, avec l'action sanitaire et sociale, nous avons des moyens, nous avons des possibilités. Est-ce que vous voyez souvent des cas identiques à celui de David Bisson? Effectivement, chaque établissement reçoit au moins un cas peut-être, et certainement moins grave, moins épineux que celui de David, mais nous recevons au moins un cas comme ça par établissement. Il y en a 160, ça fait un tous les 2 jours. Dans les prochains jours, médecins et psychologues décideront de l'avenir de David. S'il ne reste pas dans ce foyer, David sera confié à une famille de la région ou alors il ira rattraper son retard scolaire dans un établissement spécialisé. En sport, football, championnat de première division, ce soir on suivra surtout Bordeaux-Nantes, ça sera la rencontre peut-être la plus importante. Mais le football, et plus spécialement Saint-Étienne, connaît aussi une autre forme de célébrité. Les policiers lyonnais poursuivent leur enquête sur l'existence d'une caisse noire, entre guillemets, dans la gestion de l'AS Saint-Étienne du président Rocher, de l'ex-président. Daniel Catelin apporte de nouveaux éléments d'information sur les destinées de certaines sommes d'argent non négligeables. Alors que Saint-Étienne dispute ce soir contre Laval une rencontre importante, une de plus, les enquêteurs du SRPJ de Lyon poursuivent leur travail. Il semblerait que ce ne soit pas 60 joueurs, mais beaucoup moins, peut-être 25. Roger Rocher avance lui-même le chiffre de 15, qui ait bénéficié de la fameuse caisse noire. Mais l'ex-président de l'AS Saint-Étienne donne aujourd'hui des précisions sur la destination de cet argent occulte. Selon lui, 80% de la somme, de l'ordre peut-être de 4 millions par an, serait allée aux joueurs. Un peu plus de 10% à des intermédiaires, à des gens qui, dit-il, avaient rendu des services au club. Le reliquat, et c'est Roger Rocher qui l'a dit lui-même aux policiers, est allé à des comités de soutien politique. Roger Rocher reconnaît qu'il n'a pas donné d'argent à tout le monde. Mes sympathies, dit-il, vont au centre. Je suis un fils d'ouvrier et j'ai été patron. Il s'agissait, précise-t-il, de renvoyer l'ascenseur. Ainsi, il n'a pas oublié un homme politique qui, naguère, a permis à de jeunes joueurs de Saint-Étienne de faire leur service militaire près de la ville, ni cet autre qui aurait contribué à améliorer le stade. Peut-être certains supporters des Verts seront-ils surpris et peinés d'apprendre que leur argent soit ainsi allé aider un homme politique qui n'était peut-être pas celui de leur cœur. En cyclisme, pour les prochains championnats du monde professionnels sur route qui auront lieu le 5 septembre à Goodwood en Angleterre, voici la liste des titulaires de l'équipe de France. Ils sont 12, vous allez voir leurs noms apparaître, notamment Bernard Hinault, qui se porte, paraît-il, beaucoup mieux. On retrouve les noms de Régis Clerc, de Gilbert Duclos-Lassalle, de Bernard Valette, de Raymond Vignane. Puis il y aura 2 remplaçants, c'est Hubert Linard et Jacques Michaud. Je vous laisse découvrir les noms de ces sélectionnés de l'équipe de France pour les championnats du monde professionnels sur route le 5 septembre prochain en Angleterre.
Pour la première fois, Yannick Noah est devenu dans sa carrière le 10e joueur mondial de tennis. C'est ce qui résulte du classement de l'Association des joueurs de tennis professionnels, publié hier. Le deuxième français est 51e, c'est Henri Lecomte. Quant au junior Guy Forget, qui était encore au début de l'année à la 500e place, il est maintenant 99e. À Deauville, il y avait des chevaux, il y avait des acheteurs et il y avait beaucoup d'argent. Il est vrai que le pur sang français se vend bien. Plus de 600 yearlings, la future élite des hippodromes, ont été mis aux enchères cette semaine à Deauville. Et bien sûr, on a battu tous les records à coups de brassée de millions. Le reportage de Pierrette Bresse. Ce beau poulain B, fils de Nono Alco, a été la vedette des ventes de yearlings à Deauville. Tout cela parce que depuis le début des ventes, une très belle partie se joue entre quelques milliardaires. Le prince Khaled Abdullah, Mahmoud Fustok, Stavros Niarchos et le prince El Kébir d'Arabie Saoudite. S'affronter à coups d'enchères autour du ring de la salle des ventes est tout de même moins risqué qu'un banco sur un quelconque tapis vert. Ici, avec un peu de chance, en achetant un poulain, on peut faire un bon investissement. Niarchos se cache, laissant ses mandataires agir à sa place. Il se rend ainsi acquéreur du fils de Nono Alco, adjugé 3 700 000 francs à son nouvel entraîneur anglais, James de la Hawke. Comparé aux États-Unis, ce record est ridicule. Le mois dernier, à Queensland, un poulain de 15 mois a été adjugé 4 250 000 $ à M. Sangster. Je pense qu'à l'heure actuelle, tous les propriétaires des chevaux de course cherchent à avoir un étalon qui un jour sera exporté sur les États-Unis. Et pour ça, vous êtes obligé d'acheter des chevaux qui ont un certain papier et dépenser donc quelques centaines de millions si vous voulez acheter un bon cheval. Un cheval qui sera exporté aux États-Unis comme étalon peut rapporter combien en association? C'est difficile à dire, les prix partent plusieurs millions de dollars. Donc vous pouvez très bien acheter un cheval ici. Bon marché, payer un cheval pour 500, 600, 700, 800 000 francs et un jour le vendre pour quelques millions de dollars, 3, 4, 5 ou 10 millions de dollars aux États-Unis. Les pouliches, c'est la sécurité. Si vous achetez une pouliche pour 1 million de francs, c'est que le papier est très important et très solide. Et que même si les juments ne sont pas les très grandes gagnantes, elles auront toujours une valeur pour entrer au Havre. Pourquoi un tel écart entre les enchères américaines et les ventes françaises? À mon avis, d'abord dû probablement à un régime fiscal américain. Les gens, en fin d'année, font une déclaration d'impôt et ont une chance, sur les impôts qui sont à payer, d'investir dans les courses. Avec cet investissement dans les courses, on leur laisse 3 ans, 4 ans ou 5 ans selon leur profession pour faire un bilan, positif ou négatif. Bilan positif, ils ont 2 choix, ou ils payent des impôts ou ils réinvestissent dans les courses. Et les gens aiment bien s'amuser et préfèrent acheter des chevaux de course. Avantagés par leur système fiscal, les propriétaires américains investissent en partie en achetant nos meilleurs étalons et nos pouliches les mieux nés. Mais l'on est en droit de se demander si cette exportation ne risque pas de ruiner notre élevage. Ça fait à peu près 10 ans qu'on exporte des étalons aux États-Unis, des étalons importants. Et ce qu'on constate, c'est que l'élevage français continue à en fabriquer. Et que, effectivement, les Américains continuent à nous les acheter. Mais je crois que c'est la preuve de la vitalité de l'élevage français, c'est la preuve que les éleveurs font des efforts. Et puis peut-être est-ce qu'il y a un savoir-faire en France, peut-être est-ce qu'il y a une terre qui est supérieure aux autres terres. Donc ils ont une très bonne qualité pour moins cher qu'ailleurs. Donc ils ont tout intérêt à venir en France. Et au niveau des courses, ils ont intérêt à laisser leurs chevaux en France, car le système de course français est très valorisant pour la reproduction. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup d'argent, mais on a oublié le principal. Et l'investissement principal dans les courses, c'est l'investissement émotionnel. On est concerné par ces chevaux. Il faut 3 ans pour faire un cheval de course. Et la course dure entre 1 minute et demie et 2 minutes et demie. Alors vous vous rendez compte, 3 ans de soucis, 3 ans d'espoir, 3 ans de rêve, pour quelque chose qui va se décider en 2 minutes et demie. Vous ne trouvez pas ça fou? Voyons maintenant le temps qu'il fera demain, Elisabeth Ezelet. Eh bien, c'est la grisaille qui va continuer, il faut se faire une raison. Et demain, à moins que vous soyez sur les bords de la Méditerranée, eh bien, vous ne verrez que très rarement le soleil. Alors d'abord, un coup d'œil sur la photo prise par le satellite aujourd'hui à midi. Vous voyez que sur la France, il y avait déjà une perturbation là, qui vient du nord-ouest. Elle était sur les régions proches de la mer du Nord et de la Normandie. Et demain, eh bien, elle va traverser pratiquement toute la France, donc en direction du sud-est. Alors voyons sur la carte ce que cela va donner un peu plus en détail.
Demain matin, en gros, c'est toute la moitié nord de la France qui aura un temps très couvert avec des averses par endroits. Dans la moitié sud, en revanche, le temps sera à peu près beau. Il y aura des nuages, enfin tout de même de belles apparitions du soleil, surtout au bord de la Méditerranée et en Corse. Et l'après-midi, eh bien, le mauvais temps va se déplacer, donc il atteindra les Alpes et les Pyrénées dans la soirée avec des orages en montagne. En épargnant que le midi méditerranéen et la Corse, là il va faire beau toute la journée. Alors bien sûr, comme il n'y aura pas beaucoup de soleil, les températures vont rester assez basses. La météo ne prévoit que 16-17 degrés demain après-midi en Normandie et en Bretagne, une moyenne de 22-23 degrés. Donc pour avoir un peu de chaleur, il faut aller dans le midi, 25, 26 et même 27 degrés. Voilà ce que nous réserve ce mercredi 25 août. Ceux qui seront dans les régions les plus privilégiées eh bien, pourront voir le soleil se lever à 6h58 et se coucher à 20h46. Quant aux autres, eh bien, ils pourront se consoler en fêtant joyeusement la Saint-Louis. À 23h18, Jean-Claude Renaud vous présentera le dernier journal. Demain à 2h, 12h45, l'invité sera Jean-Loup Chrétien, le cosmonaute français. Le thème sera l'espace. Voilà, je vous retrouverai demain en vous priant d'excuser quelques imperfections techniques. Bonsoir, merci.